Bonjour à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto ce samedi. Pour le BTC, vous voyez, ça reste bloqué. On reste bloqué dans les 16 000, 17 000. Pas trop de news à part FTX encore, hein, l'histoire de FTX que tout le monde en parle. Ethereum étonnant également tient les 1208. Ça reste bloqué dans ce range en fait, 1000 à 1002 pour l'instant. Matic également bloqué dans les 80 centimes à 90 centimes. XRP également 37 centimes. Solana 12-13 dollars. Solana, c'est à suivre parce qu'il va y avoir pas mal de, je pense, de dump, parce qu'il y a des tokens qui vont être relâchés sur le marché. Il y a des gens qui veulent forcément vouloir prendre des profits, d'accord, parce qu'ils ont investi dans Solana depuis des années et leur token Solana a été bloqué en fait. Et normalement, ça va être relâché cette année. Et là, soyez prudents parce que long acheter Solana maintenant, je suis pas sûr, d'accord. Faites ce que vous voulez, mais il est possible qu'on descende beaucoup plus bas Solana. Donc, à suivre. Alors, je voulais vous montrer quelque chose sur preuve de réserve. En fait, je dirais grâce au scandale FTX, les exchanges maintenant vont montrer leur preuve de réserve, en fait, qu'ils ont bien les fonds dans les exchanges, d'accord. Donc, d'un côté, c'est le côté positif, donc ça force les exchanges centralisés à dévoiler leur portefeuille, en fait, d'accord. Et là, vous pouvez voir, par exemple, sur Binance, qu'ils ont dans le BTC, ils en ont pour 11%, 31% sur du Binance en dollars stablecoin, 25% en Ethereum, etc. Vous voyez, donc c'est le côté positif du scandale, en fait, hein, d'accord. Donc ça force les exchanges centralisés à montrer leurs réserves, hein, d'accord. Alors, Crypto.com également, bon, Crypto.com, on a vu hein, ce que ça donnait. Ethereum à plus de 71%, Bitcoin 29%. Mais vous voyez, donc, l'exchange FTX, en fait, a zéro Bitcoin, d'accord. C'est que du vent, leur bilan est complètement, c'est de la fraude, hein, FTX, c'est dingue. Et pourtant, ils ont réussi à vendre le projet à des millions, à des milliers, pardon, d'investisseurs particuliers et professionnels. Et donc, ils ont levé quand même des milliards de dollars FTX, ce qui est hallucinant. Le red flag que j'avais vu à l'époque de FTX, en fait, c'est que Sam Bankman avait ouvert, à l'époque c'était à Hong Kong, d'accord. FTX était à Hong Kong, le siège social. Et lorsque le régulateur hongkongais voulait plus creuser, etc., contrôler en termes de régulation, eh ben, ils ont quitté Hong Kong pour aller aux Bahamas. Et c'est là le red flag. Et je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas eu le réflexe, en fait, de dire, attendez, FTX bouge aux Bahamas, le siège social aux Bahamas. Et il y a quand même les gens qui continuent à trader, à déposer leur argent dans l'exchange FTX. Ça, je comprenais pas. Mais moi, j'ai eu le red flag, je n'ai jamais touché FTX, vous voyez. Et il y a également des investisseurs professionnels, institutionnels qui ont investi des millions de dollars dans FTX. Hallucinant, quoi. Vraiment hallucinant. Alors, allez voir sur le site, c'est le block, theblock.co. Là, vous pouvez voir plus de détails, hein. Sinon, voilà, il y a d'autres exchanges, OKX, qui montrent également leurs proof de réserve, Bitfinex également, 65% de Bitcoin, énorme, 33% Ethereum, Tron, etc. Voilà, donc ça c'est le côté positif, vous voyez, donc ça force parce qu'il y a des gens qui ont quitté les exchanges centralisés, hein, d'accord. Donc ce qui se passe en fait dans les exchanges centralisés, c'est que lorsque vous déposez votre crypto dans un exchange, ce n'est plus à vous, hein, d'accord. Parce que parce que l'exchange va prêter à d'autres exchanges, va spéculer avec. Ça se passe exactement dans le secteur bancaire. Lorsque vous déposez votre argent dans une banque, l'argent n'est plus à vous, hein, d'accord. Beaucoup de gens ne sont pas au courant en fait hein, de ça. L'argent appartient à la banque. La banque a une créance en fait envers vous. La banque peut bloquer votre fonds, d'accord. Il s'est passé en Grèce, à Chypre, etc. Et l'argent que vous avez laissé en banque, la banque va le placer sur le marché financier. L'argent ne dort jamais en fait, d'accord. Mais il se passe la même chose dans le marché de la crypto.
C'est pour ça que les ventes en fait de trésors, le portefeuille physique et des portefeuilles Ledger explosent à la hausse. Parce que les gens ont peur. Et donc ils ont commencé à acheter des Ledger Nano pour stocker leurs crypto, ont transféré tout leur token vers Ledger. Comme ça, ils sont maîtres de leur propre token, etc. C'est le côté positif, ça, d'accord. Après, les gens font toujours au dernier moment, lorsqu'un exchange fait faillite, ah, je vais commencer à accommoder un ledger, alors qu'il fallait penser depuis longtemps, d'accord. C'est ça que moi je comprends pas. Les gens sont un peu bizarres, alors que il est important d'avoir un ledger ou un portefeuille physique. Et là, vous contrôlez votre propre, c'est votre banque en fait, hein, d'accord. Tous vos cryptos dans le ledger, c'est comme si vous avez votre propre banque et vous pouvez faire ce que vous voulez, transférer à un ami au bout du monde, entre les genres, ce qui est vraiment génial. Donc ça, c'est le côté vraiment magnifique de la blockchain. Donc ne plus dépendre en fait d'avoir d'intermédiaires qui peuvent bloquer votre transfert, hein, d'accord? Ce qui se passe souvent lorsque vous voulez acheter des cryptos, vous les transférez, la banque vous bloque. Il y a des banques qui bloquent les transferts. Vous demandent, il y a des banques qui vous demandent pourquoi. Ah, pourquoi vous les transférez 500 euros pour, bah, c'est mon argent. Je fais ce que je veux de mon argent, vous voyez? Et c'est ça qui est terrible. Les gens ne se rendent même pas compte, quoi. Il est quand même bien d'avoir un ledger. D'accord? Et en plus, maintenant, le projet actuellement, c'est de remplacer tout ce qui est cash par de la monnaie digitale, euro, dollar, pound. Et là, ça va être une sorte de contrôle parce qu'ils peuvent vérifier, traquer toutes vos transactions parce que vous serez obligé d'ouvrir un portefeuille digital. Et là, c'est le côté un peu terrifiant en fait, parce que un gouvernement peut bloquer vos transactions si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tel ou tel gouvernement. Ouais, je trouve qu'on se dirige quand même vers un monde un peu waouh, c'est dystopie quoi. Donc c'est un peu, c'est quand même terrifiant de voir ça. Et donc je garde quand même l'espoir que le BTC sera un peu c'est- ça va permettre un peu d'avoir de liberté, de peu de liberté qui nous reste. Euh, mais parce que je partage 100% ce qu'avait dit en fait le prince de Serbie. Bitcoin c'est la liberté, c'est le freedom. Et ça les gens n'ont toujours pas compris. Et lorsque vous avez une monnaie décentralisée, libre, que vous pouvez transférer où vous voulez, vous êtes libre en fait. D'accord. Vous êtes souverain. Voilà. Et c'est ça la beauté de Bitcoin en fait. C'est ce qui est incroyable. Après, Ethereum également. Ethereum est quand même pas mal aussi. Mais les frais de transaction sur Ethereum, bon, je trouve c'est un peu, c'est cher. En plus, le Bitcoin, vous avez maintenant le deuxième couche, ils appellent ça le layer 2, qui permet de transférer, faire des paiements rapidement via le Lightning Network. J'ai testé le Lightning Network, mais c'est ultra rapide. Euh, il suffit juste d'acheter une carte en fait Lightning Network ou Bitcoin, ou bien vous téléchargez en fait une application wallet euh, of Satoshi par exemple, et vous pouvez transférer au bout du monde à une vitesse hallucinante du Bitcoin. C'est impressionnant. J'ai vu ça. Et j'ai également testé. C'est vraiment rapide le transfert en Lightning Network. Ça existe également hein, sur Ethereum. C'est Polygonmatic en fait. C'est le layer 2 ultra rapide et pas cher en termes de frais sur la blockchain Ethereum en fait, Polygon. Donc je pense que l'avenir va être magnifique pour Polygon, Matic. C'est juste mon point de vue à moi, hein. Après c'est à vous de voir. Et alors concernant, je voulais montrer autre chose sur le scandale. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé, il me semble, du scandale Wirecard. Wirecard, en fait, c'est une start-up à l'époque, je crois qu'elle a été créée en 2018, allemande, en fait, qui fournissait un service de paiement online, en fait. Donc c'est une sorte de garantie de risque de contrepartie
qui permet à beaucoup de gens d'utiliser en fait des paiements online sécurisés, etc. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que la presse avait parlé aussi également de ce scandale, mais pas autant que FTX en fait. Parce que ce scandale-là, Wirecard, ressemble à FTX en fait. Étonnant, non? On va voir ça ensemble. En fait, ce qui s'est passé, Wirecard, c'est coté en fait à la bourse Deutsche Bourse en fait, la bourse allemande, le DAX en fait 30, qui est devenu DAX 40 maintenant, parce qu'il y a 40 entreprises allemandes. C'est coté en fait dans la bourse allemande, d'accord, en milliards. C'était évalué à l'époque, c'était 14 milliards à la bourse, il me semble. Et il y avait des investisseurs particuliers qui pouvaient acheter. Étant donné que c'est coté à la bourse allemande, donc les particuliers et les professionnels peuvent vendre, acheter, d'accord. Et après, il y a eu un journaliste à Londres, donc qui a commencé à faire une enquête sur Wirecard et il s'est rendu compte qu'en fait c'était du vent. Tout ce qui est comptable, c'était de la fraude, il n'y avait pas d'argent en fait, c'est que du bidon, plein d'entreprises en fait créées un peu partout au niveau du monde. Et moi je vous invite à aller voir en fait un document qui dure 1h33 sur Netflix, qui est vraiment génial, très bien expliqué la fraude comptable, les magouilles. Ils ont même embauché en fait des, des détectives privés pour surveiller, enquêter sur les journalistes à Londres. Incroyable, c'est complètement dingue cette histoire. Et ça ressemble curieusement en fait à FTX, d'accord. Et ce qui est incroyable, c'est que ce scandale-là, la Wirecard, bah, c'est sur un marché régulé, vous voyez. La bourse allemande, elle est ultra régulée. Il y a la BaFin, en fait, c'est l'autorité financière allemande, qui aurait dû faire son boulot. Elle n'a pas fait son boulot. Et il est probable également que Wirecard a arrosé pas mal de monde, en fait, hein. D'accord. C'est pour ça que l'affaire a été quand même étouffée, alors qu'ils auraient dû faire une enquête. C'est pour ça qu'ils ont viré après, le PDG de BaFin, en fait, de l'autorité financière allemande. Ils l'ont remplacé. Mais c'est un scandale énorme, Wirecard. Je crois qu'après, ils avaient interdit les ventes à découvert pour empêcher les gens de vendre. Mais ça n'a pas suffi parce que le scandale a explosé, etc. Et donc l'action est tombée, mais vraiment que dalle, vraiment pas cher. Et l'entreprise a fait faillite, en fait, elle est tombée à zéro, quoi. Ils avaient pas 1,9 milliard du tout dans le compte, etc. Mais vraiment hallucinant. Et ben ça ressemble exactement à FTX, vous voyez. Et FTX, en fait, FTX c'est un exchange euh, dont le siège social est aux Bahamas. Donc, aux Bahamas, donc forcément, il n'y a pas de, c'est opaque, il n'y a pas de régulation. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner que FTX est une sorte de Ponzi, fraude comptable, etc. Que de la magouille, en fait. Et ça ressemble exactement à Wirecard. D'accord? Alors que c'est de Wirecard, c'est un marché régulé, réglementé, hein. Et donc, c'est pour ça que là, je me dis, mais comment ça se fait qu'il parle de FTX. Mais là, il parle de régulation. Oui, oui, il faut réguler. Mais attendez, on a eu plein de scandales dans la bourse traditionnelle, régulée. Et là, vous venez critiquer FTX, les cryptos, alors que FTX, ils sont aux Bahamas, quoi. Donc, c'est Coinbase, l'équivalent, en fait, l'exchange américain, en fait, Coinbase, ils sont cotés à la bourse américaine. Ils font pas n'importe quoi. C'est régulé, il y a des lois, ils font pas n'importe quoi, Coinbase, d'accord? Et FTX, le siège social est aux Bahamas. Et en plus, on apprend qu'il a financé les politiciens. Et bah forcément, voilà. Donc allez voir franchement le document, en fait, le documentaire sur Netflix, c'est vraiment bien fait sur le scandale Wirecard. Et vous allez voir que ça ressemble à FTX. Ils vont sortir, je me semble, Netflix va sortir le scandale FTX, mais vous allez comparer, ça c'est hallucinant. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, revenons un peu sur le marché du Bitcoin. Alors la courbe, là, c'est ultra connue en fait en trading. Wall Street en fait, c'est psychologie en fait du marché, un cycle en fait. Là, on voyait, là vous pouvez voir que c'est le début, etc. Après l'espoir,
l'optimisme, la croyance, etc. L'euphorie, là, quand le Bitcoin a fait 169 000 dollars, après pour chuter, en fait, pour corriger, le marché devient un marché baissier, chuter. Et donc, est-ce qu'on est ici, là? Capitulation. Est-ce qu'on est ici? D'accord? Je pense qu'on va aller ici. Hein. Anger. Je pense qu'on va aller ici, quoi. Donc, je pense que la chute n'est pas terminée. Il est possible. C'est quand même étonnant. Faites-moi un commentaire si vous pensez qu'on peut aller à 10 000 dollars le Bitcoin. Mais pour l'instant, le Bitcoin tient bien quand même. C'est un peu étonnant. Il est à 16 616 dollars le Bitcoin. Après tous ces scandales, en fait, FTX, Terra Luna, et pourtant, pour l'instant, ça tient quand même 16 000, quoi. Je n'en reviens pas. Et moi qui pensais qu'on va aller à 10 000, voire 13 000, est-ce qu'il faut un autre scandale, Black Swan, on dit en anglais, pour pousser le Bitcoin dans les 10 000, en fait? Euh, il est probable que je n'en sais rien, hein, le bottom. Il est possible qu'on arrive à 10 000 ou à 13 000, hein, ou à 12 000, je n'en sais, c'est beaucoup plus bas, d'accord? La hausse des taux n'est toujours pas terminée. Tout ça, c'est un lien, en fait, entre tous ces crashs, les marchés baissiers, parce que la Fed a décidé de hausser les taux, d'arrêter la planche à billets, donc moins de liquidités, moins de dollars, moins d'argent gratuit. Forcément, eh ben, ça va impacter tout le monde, hein, la bourse traditionnelle, le marché de la crypto, et on se rend compte que bah, quand on tire les tiroirs, le placard, on ouvre le placard, bah, les zombies, en fait, beaucoup d'entreprises zombies comme à la bourse, bah, vont faire faillite, en fait, parce que la hausse des taux et fini la liquidité gratuite. Tout ça est lié, en fait, d'accord? Et la baisse, en fait, je pense, va continuer. Et lorsque il y aura un crash beaucoup plus sévère, que l'économie en fait coule, parce qu'il faut, c'est une purge en fait qui est nécessaire, de mon point de vue, pour faire exploser les différents boules, les bubbles de immobilières, crypto, d'actions, obligations, etc. Faire tout exploser comme en 2008. Et après, je pense qu'ils vont commencer à stopper la hausse des taux. D'accord? Parce qu'à un moment donné, ils vont dire, bon, bah, le carnage a été, bah, la purge a été faite, et on va arrêter la hausse des taux, et ils vont commencer à imprimer de l'argent. Mais il est probable que la récession dure 2 ans. Hein. Je n'en sais rien. Moi, c'est juste mon point de vue. Hein. Je donne mon point de vue. 2023, ça c'est sûr, récession. Mais ça peut durer 2 ans, jusqu'à 2024. D'accord? Là, donc c'est pour ça qu'en anglais on dit cash is king. Pour les gens qui ont du cash, ils pourront investir partout, à la bourse, crypto, à des prix discount, quoi. Discount beaucoup plus bas. Alors il y a des gens qui attendent, hein, bien sûr, ils ne sont pas pressés que ça craque et d'acheter quand ça chute, comme en 2008. Hein, d'accord. Il y a des gens qui sont gavés, je me rappelle en 2008, lorsqu'ils ont du cash, ils ont acheté plein d'actions, plein d'entreprises. 2008. Après, il y a eu la planche à billets. Les banques centrales ont sauvé le système. Ils ont imprimé de l'argent et bah, tous les actifs sont remontés, l'immobilier est remonté, etc. Donc, ouais. J'avais vu une vidéo dans Swissquote, il disait que l'immobilier, en fait, va prendre à moins 20% probable en 2023 parce que les taux continuent à monter, donc il y a déjà moins de prêts et de demandes. 2023, moins 20% immobilier, possible, hein, ça a commencé déjà à chuter l'immobilier. Je pense pas que c'est le moment d'acheter l'immobilier, encore. Il faut être patient, donc, et je, je pense que la récession va être quand même sévère. Pourquoi? On se rend compte, regardez, au Royaume-Uni, ils ont compris, avec le nouveau gouvernement maintenant, ils ont fait un plan d'austérité vraiment terrible, hein, sévère.
D'accord? Pourquoi? Parce il y a une inflation de 11%. Donc ça rogne en fait le pound, l'économie des Anglais. Donc le gouvernement s'attaque en fait à l'inflation maintenant. Donc la banque of England va continuer à hausser les taux. Et ils ont fait un plan, mais vraiment d'austérité, hein, 50 milliards de livres de hausse d'impôts. D'accord. Un exemple. En Angleterre, lorsque vous achetez des actions, etc., des cryptos, et votre gain, en fait, elle est taxée à 20%. D'accord. Et ben, actuellement, le système fait que vous avez 12 000 pounds comment dire, qui n'est pas taxé, en fait, d'accord, par an. Et le gouvernement va le baisser à 6 000, la moitié. Donc, vous pouvez seulement prendre 6 000 pounds de profit non taxé. Ce qui est toujours mieux qu'en France, parce qu'en France, je crois que c'est 300 euros hein, par an. En Angleterre, c'est 12 000. Hein. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, un gain sur les cryptos, 12 000, et vous n'êtes pas taxé. C'est free tax. Mais ils vont le baisser à 6 000. Vous vous rendez compte? Énorme. Et donc, récession. Hein. Donc, on savait déjà que l'Angleterre est en récession. La zone euro, c'est pareil. Hein. Ça ne sert à rien d'accuser le Brexit. Ça n'a rien à voir. Tout le monde est en récession. Euh, tout le monde est l'Europe a une inflation de 10% à 15%. Donc, c'est pas le Brexit qui a créé ça, d'accord? En plus, il y a la guerre en Ukraine également, qui impacte tout ça. Ça sert à rien de venir dire oui, Brexit. C'est ridicule. Complètement ridicule, d'accord? Parce que la France, c'est pareil. Vous allez voir l'austérité. Pour l'instant, le gouvernement français, bon, bah, arrose, hein. Donc, arrose en mettant un bouclier énergétique. Mais 2023, ce sera fini, je pense. La France devra faire un plan d'austérité. Hein. C'est la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas continuer à mentir, etc. Donc, là, je pense que ça va être 2 ans de dur pour les Anglais. Mais ils ont déjà connu ça. Donc, le plan d'austérité, de récession, ils ont déjà connu cela à l'époque de 2008, 2007, 2009, etc. Donc, c'était terrible également. Donc, je pense qu'ils sont assez. Voilà, c'est pas nouveau, hein, un plan d'austérité sévère au Royaume-Uni. 50 milliards de livres, taxes sur les géants énergétiques, oui, ça j'avais entendu parler. Dépenses au ralenti, aide aux plus précaires, etc. Voilà, c'est ce qu'attend. Bah, l'Europe va avoir le même problème, donc c'est pas c'est pas propre au Royaume-Uni. Et je sais pas comment ça va se terminer en termes de guerre avec l'Ukraine, mais voilà, c'est terrible. Vraiment terrible pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news de Charlie, là, Charlie? C'est vraiment un compte à suivre parce qu'il poste vraiment des choses vraiment ultra intéressantes parce qu'il compare souvent également la hausse des taux, également l'impact sur la bourse. Moi, je vous invite vraiment à suivre Charlie Bilello. C'est vraiment un super compte à suivre. Extraordinaire. Quoi d'autre à dire? Alors, concernant le Bitcoin, boum. Concernant le Bitcoin, est-ce que vous pensez vraiment c'est le moment d'acheter? Moi, j'y crois pas, d'accord? Mais il y a des gens qui pensent déjà, ah, bah, on est à 16 600, peut-être que Bitcoin va refaire 19 000, un petit rebond technique, 18. J'y crois pas vraiment. Je pense qu'il est possible qu'on voilà, on descend beaucoup plus bas, hein, 13 000, 14 000, 15 000. Hein. On est dans un environnement un peu austère de hausse des taux. C'est pas le moment, je pense, d'aller faire long pour faire du trading. Hein. Après, faites ce que vous voulez. Faire du dessert, pourquoi pas? Parce que DSA, de l'Arcos Average, vous connaissez pas le bottom, hein, vous savez pas où ça va aller. Et le fait d'accumuler, en fait, quand ça craque, c'est pas délirant, d'accord? Enfin, faites ce que vous voulez. Hein. Donc, d'avoir plusieurs niveaux d'entrée, le garder dans le long terme. Je sais que De Salvador va acheter un Bitcoin par jour, mais eux, bon, ça pose pas de problème pour Salvador parce qu'ils ont investi dans le mining de Bitcoin, en fait, de crypto, et ils utilisent en fait les volcans, la chaleur thermique, la géothermique, en fait, pour produire de l'énergie, en fait.
Donc c'est de l'énergie gratuite en fait qu'ils ont, l'électricité gratuite, parce que ça fait tourner les bobines, les centrales, et ils font du mining de Bitcoin. À ce niveau-là, ça reste toujours rentable de miner, hein. Je crois que c'est en dessous de 10 000, il me semble. 10 000 $ que là, ça commence à, vous êtes perdant. Mais sauf qu'ils ont l'électricité gratuite au Salvador. Donc même si ça descend à 10 000, miner lorsque vous avez l'électricité gratuite, voilà, c'est comme faire du mining avec du panneau solaire. Vous avez de l'énergie gratuite du panneau solaire. C'est pas. Par contre, si vous payez l'électricité, c'est sûr que à 10 000 $, ce serait pas intéressant de commencer à miner du Bitcoin à 10 000 $. Vous voyez. Donc, voilà. Alors concernant l'argent, l'or en fait, l'or avait bien monté quand même. N'a pas réussi à casser en fait les 1800. Avait monté en fait, bon, on était presque 100 points, en fait, 100 $, et a fait 1785 $, il me semble, l'once, pour rechuter hier, vendredi, voilà. Et parce que le dollar s'est renforcé, etc. Blablabla. Euh, L'or avait bien monté parce que le dollar était faible, en fait. C'est pour ça. D'accord. Si vous regardez, il y a un indice qui a suivi, ça s'appelle le dollar basket, en fait, basket dollar. C'est là que vous pouvez voir euh, que c'est en fonction du dollar, l'or va monter ou baisser. D'accord. Et en fonction, bien sûr, de la déclaration de la Fed, l'or va bouger à la hausse ou à la baisse. Et, voilà. Si la hausse aux États continue beaucoup plus comment dire, stricte, bah l'or va commencer à rebaisser, rebaisser. Également, euh, l'argent, euh, c'est en fonction du dollar, la force du dollar. Mais l'or, coté en euros, l'or a pris 7%, 7 à 8% contre l'euro, parce que l'euro a chuté. D'accord. Donc, beaucoup de banques centrales, en fait, achètent de l'or parce qu'ils savent que c'est la vraie monnaie. D'accord. Je vois des vidéos qui disent dans YouTube, ah, l'or ça sert à rien, j'ai pas de dividendes, euh, comment dire, ça donne pas de performance, blablabla. Les gens en fait ils racontent n'importe quoi. Je sais pas, ils ont pas lu des livres, ils ont pas vu dans l'histoire que l'or c'était la monnaie, hein. D'accord. Pourquoi les banques centrales achètent de l'or alors? Utilisez un peu votre cerveau. Pourquoi les banques centrales achètent de l'or? Si l'or ne donne pas de dividendes, l'or a un coût de stockage. C'est parce que c'est la vraie monnaie. En cas de récession, de crise, de reset, il y aura l'or derrière pour baquer en fait la monnaie fiat. C'est pour ça que toutes les banques centrales achètent de l'or. C'est pas, elles achètent pas de l'or pour vous faire plaisir par hasard. Ou il y a des vidéos stupides en fait dans YouTube. Oui, l'or sert à rien. C'est complètement ridicule, d'accord. D'avoir l'or dans votre portefeuille de bourse, 20%, c'est pas mal, d'accord. C'est pas mal d'avoir une sorte d'actif gold, silver. En fait. Faites ce que vous voulez, hein. C'est pas un conseil d'investissement. Mais, mais c'est ridicule quand je vois des vidéos où l'or ne sert à rien parce que ça donne pas de dividende. Regardez la performance de l'or, mais les gens sont complètement stupides, hein. Donc c'est impressionnant. Le niveau des gens, euh, ils connaissent pas en fait l'histoire de l'or. C'est la vraie monnaie en fait. Vous pouvez aller partout et vendre de l'or et acheter plein de choses avec de l'or. En Asie, l'or, vous pouvez acheter une maison avec de l'or. Complètement ridicule. Après, l'argent fonctionne différemment parce que il y a, c'est utilisé dans l'industrie en fait. Donc, euh, donc l'impact, en fait, s'il y a récession, hausse des taux, bah, récession, il y aura moins de demande pour fabriquer des choses en argent, donc il est possible qu'on redescende beaucoup plus bas, hein. Donc ouais, c'est assez dur de calibrer en fait le sens ou bien le prix du bottom, mais à long terme, l'or c'est pas délirant d'avoir de l'or, hein. D'accord. Je pense on peut en revenir plus tard dans les 2000 $, voire beaucoup plus haut, parce que s'il y a un reset monétaire, il est possible que l'or monte dans les 5000 $, hein. D'accord. J'ai pas une boule de cristal, mais moi je m'inquiète pas du tout pour l'or. D'accord. Donc c'est pas délirant d'en avoir. Alors concernant Solana, Solana, vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui ont investi, en fait, également FTX, qui ont acheté du token Solana. Beaucoup de fonds également ont investi dans le Solana.
avec la faillite de FTX, que les juges, etc., la cour vont commencer à auditer le compte de FTX, à un moment donné, il faudra payer les créditeurs. Donc, il est possible qu'il y a des gens qui vont vendre après, lorsque le token sera relâché sur le marché, bah, le prix du Solana risque d'aller peut-être à 3 dollars, hein, 5 dollars. Donc, je n'ai pas une boule de cristal, mais il est possible qu'on descende beaucoup plus bas. Donc, le long Solana, c'est pas, je suis pas très partant pour être long Solana en termes de trading, hein, c'est clair. Mais long Solana pour, je sais pas, pour faire du DCA à long terme, c'est risqué, mais ça peut être un jackpot si le marché reprend dans quelques mois, quelques années. Après, c'est un risque, vous voyez, donc c'est quand même un risque, Solana, à cause de FTX, comme qui a fait pas mal qui a fait un carnage en fait dans l'écosystème crypto. Enfin, XRP est toujours dans le procès, la SEC, la SEC américaine, voilà, l'autorité, 37 centimes. Je ne sais pas où ça va aller, XRP, parce qu'ils sont toujours en procès pour l'instant. On n'a pas l'issue, on ne connaît pas l'issue en fait. Mais à 20 centimes, là, ouais, il faut commencer à réfléchir. Parce que c'est quand même un bon token, même si c'est pas décentralisé. Oui, je connais les arguments de certains, oui, mais XRP, c'est pas terrible, c'est pas décentralisé, c'est Ripple, bon. Après, vous faites ce que vous voulez, d'accord. Il y a des gens, on va convaincre tout le monde, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Euh, Ethereum. Alors, Ethereum, projet, je pense qu'également à avoir, hein, comme le Bitcoin. Ça reste bloqué. Bon, c'est quand même étonnant qu'il tient 1000 support de 1000 dollars. Ils sont à 1200 pour l'instant. Long terme, 5000, hein, ça va revenir, je pense. Mais, bien sûr, là, on est toujours dans un marché baissier, mais on va descendre beaucoup plus bas, je pense, parce que bah, comme ça va suivre Bitcoin, ça c'est le king en Bitcoin. Donc, si Bitcoin dévisse, Ethereum bon, va également dévisser. Pas délirant d'en avoir. Après, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire, vous parler sur cette vidéo de ce samedi. Alors, c'est pas terrible hein, en termes de news. Tout le monde parle des FTX et c'est vraiment pas la joie en ce moment. Mais cash is king, d'accord? Pour les gens qui ont du cash. Le plus important, c'est de garder son boulot. 2023, c'est vraiment important. Parce que lorsqu'il y a un crack, euh, vous aurez les moyens d'investir, que ce soit la bourse ou bien les cryptos. Oui, là, sur l'or, on avait déjà parlé tout à l'heure. Bon, bah, voilà, l'or chute un peu parce que la Fed, voilà, chaque fois qu'il y a un discours de la Fed de quelqu'un et sur la hausse des taux, bon, bah, l'or a fait 1740. Ça fait quand même jeudi 1785. Ça n'a pas réussi à casser 1800, mais ça a corrigé un petit peu vendredi, vous voyez. Pas non plus. Donc, ce qui est important à suivre, en fait, c'est ça, c'est dollar index, en fait. C'est le panier de basket de dollars, là. Si ça hausse, bah, ça renforce le dollar et bah, ça fait chuter forcément l'or. D'accord. Voilà, donc après, moi je connais des gens, hein, il y a des gens qui achètent de l'or en Suisse, etc. Ils ont un budget annuel de tel ou tel montant pour acheter de l'or. D'autres à Dubaï, j'en connais qui achètent physique, hein, je parle de physique. À Paris, j'en connais un qui achète. Eux, pour moi, ils sont, voilà, ils sont intelligents, quoi. Ils sont malins. Pour moi, ils ont compris que l'or, c'est la vraie argent. C'est de l'argent, l'or. Donc, pas délirant d'avoir de l'or, d'accord? En cas vraiment de crise, de récession grave, croyez-moi, l'or va vous sauver la vie, hein. Et là, on a vu que l'impression monétaire, bah, ça vient pas de nulle part, Madame Lagarde, hein. Ça vient de la création monétaire, hein. D'accord? L'injection de liquidité massive depuis 2008. À un moment donné, il faut que ça explose. Donc, c'est pas étonnant, d'accord? L'inflation, c'est quoi? C'est une taxe, en fait. C'est une taxe cachée, en fait. C'est dû à l'impression monétaire, en fait. Lorsque un gouvernement hausse des taux, hausse d'impôts, ben, vous le sentez tout de suite sur votre pouvoir d'achat. Vous perdez en pouvoir d'achat, d'accord? Mais lorsque un gouvernement imprime de la fausse monnaie,
en fait, vous le sentez pas tout de suite parce que il y a un délai en fait. Et en fait, eh ben, vous perdez en pouvoir d'achat indirectement, d'accord? Parce que la valeur de votre monnaie baisse, donc vous pouvez acheter moins de choses. Et en fait, c'est une taxe cachée. En fait. C'est pour ça qu'en anglais, ils appellent ça hidden tax. L'inflation, c'est une taxe cachée. C'est tout simplement une taxe cachée que- qu'un gouvernement ne devrait jamais vous dire, en fait, à cause de l'impression monétaire. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un commentaire, également à nous suivre sur Twitter. Également, on va rajouter sur notre FG Box qui défile en haut, là, on a la V2 qui est super grande. On va rajouter en fait une option qui va permettre en fait aux gens qui ont des portefeuilles crypto ou bien la bourse d'importer via un fichier directement leur portefeuille dans la FGBox en fait. D'accord? Donc ce qui est pratique, donc vous pouvez suivre la balance de votre portefeuille directement. Donc on a mis notre option on-off. Vous pouvez régler euh, l'heure également à quelle heure la box va s'allumer automatiquement, l'heure quand elle va s'éteindre. Par exemple, mettez 9 heures, minuit, moi je mets 9 heures minuit, et comme ça, dès 9 heures, s'il s'allume, vous voyez défiler votre balance des crypto-monnaies. Et également, quand on a une minuit, la box va s'éteindre automatiquement. Également, on a mis une option pour suivre en fait la tendance du marché. Elle va défiler avec une flèche. En fait, il y aura une flèche verte si le marché pousse, commence à monter, et rouge, une flèche rouge lorsque le marché chute en fait. Donc c'est assez pratique. Du coup, je regarde même plus mon téléphone portable en fait. D'accord. Je- C'est beaucoup plus simple pour moi de regarder directement la box avec l'heure, voilà, donc la météo, etc. Et également le crypto index fear, Grey and Fear. On a également mis l'index, vous voyez, 23 pour l'instant. C'est l'indice en fait de la peur dans le marché de la crypto. D'accord. Passez un bon week-end à tous. Au revoir.